Donc je m'appelle Arnaud Lallemand, je travaille chez Horstop depuis 6-7 ans, quelque chose comme ça maintenant. J'ai une formation d'ingénieur des techniques agricoles, j'avais fait aussi un BTS production animale, tout ça toujours très orienté sur le cheval. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller faire le DU d'éthologie de l'Université de Rennes dans mon précédent emploi, puisque je travaillais pour l'ingénierie des haras nationaux, qui est basée au Lion d'Angers, donc j'ai travaillé pendant 6 ans pour l'ingénierie des haras nationaux. Et puis avant, j'avais travaillé pour d'autres entreprises, mais toujours évidemment focalisé sur le cheval et sur les infrastructures équestres. Voilà. Alors l'idée aujourd'hui de cette présentation, c'est de décrire le concept d'écurie active, qui est un concept qui est vraiment en évolution. On n'est pas sur un dogme ou sur quelque chose de figé. Je pense que les écuries actives qu'on conçoit aujourd'hui sont bien meilleures que celles qu'on concevait il y a 10 ans. Et j'espère que les suivantes, et que dans 10 ans, on fera des écuries actives bien meilleures que celles-ci. Alors, il y avait une petite vidéo qui devait passer. Pendant ce temps, j'étais censé vous raconter une histoire. Alors, je la raconte souvent. Elle est pas complètement vraie, vous m'en voudrez pas. Mais je l'aime bien parce qu'elle est assez pédagogique. Il y a une grosse vingtaine d'années, mon confrère Thorsten Hinrich en Allemagne, qui est le concepteur en fait qui est l'inventeur du concept d'écurie active. Il se marie, lui élevait des Holsteiner, sa femme élevait des Connemara. Donc ils se marient, c'est tout mignon, ils achètent une ferme, et puis l'hiver arrive, ils n'ont pas eu le temps de construire des box. Donc ils prennent finalement les Holsteiner, les Connemara, on met tout le monde en vrac dans la grange, avec un râtelier au milieu de la cour et puis un abreuvoir dans un coin. Et le concept d'écurie active démarrait. Ils se sont en fait rendus compte que ces chevaux ensemble exprimaient des comportements sociaux, étaient bien entre eux, tout se passait bien. Ils se sont dit mais pourquoi on va reconstruire des box alors que finalement ils sont bien comme ça. Par contre, il y avait un certain nombre de problématiques, c'est-à-dire que finalement les Connemara étaient obèses, les Holsteiner mangeaient pas forcément à leur faim. Finalement, de mettre un seul râtelier, il y avait un peu de conflit autour du râtelier, donc on a mis un deuxième râtelier. Et puis finalement, tous ces chevaux produisaient pas mal de crottins. Donc comment on va faire pour ramasser ces crottins? Sur quel type de sol on va pouvoir ramasser plus facilement ces crottins? Est-ce que finalement on n'aurait pas besoin d'avoir des types de sols différents? Et puis finalement, comment on fait avec nos Holsteiner qui sont finalement trop maigres et nos Connemara qui sont trop gros? Alors la chance, c'est que Thorsten travaillait à l'époque pour une entreprise qui faisait des automates pour l'alimentation du bétail classique, bovin, caprin, etc. Et il se dit, moi j'ai cette problématique chez moi, des automates pour mes chevaux, ce serait parfait, ça répondrait vraiment à mon besoin. Et du coup, il propose ça à son patron, puis son patron lui dit, pour des chevaux, nous on connaît pas bien, ça marchera jamais, voilà. Donc il s'est dit, si ça marchera pas ici, je lance mon truc tout seul. Et donc il y a maintenant une grosse vingtaine d'années, donc Thorsten lançait le concept d'écurie active en Allemagne. Donc qui est un concept qui finalement n'a fait qu'évoluer au fur et à mesure que les chevaux, moi je préfère dire, nous poser des questions. On peut, techniquement, en termes d'ingénierie, on appelle plutôt ça une problématique, mais en fait, le cheval nous pose juste une question. Il nous dit, il y a des conflits à tel endroit, comment on fait? Finalement, il commence à manger le bord des abris. Pourquoi il mange le bord des abris qui sont en bois? Quand on les met à l'herbe, nos fameux Connemara, ça marche pas, on a des risques de fourbure, etc. Donc, au fur et à mesure que les chevaux ont posé des questions, l'écurie active a été forcée d'évoluer, de faire évoluer son concept. Alors, on nous demande souvent, c'est quoi la définition de l'écurie active? Alors, moi, je vous donne la mienne. Après, vous l'édulcorez à votre sauce si ça vous chante. C'est pas une marque déposée, on va dire. Et du coup, pour moi, c'est issu de cette expérience-là. C'est un ensemble de solutions techniques pour l'hébergement des chevaux en groupe. Avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment d'optimiser le bien-être des chevaux. Mais comme il n'y a pas de vase communicant entre le bien-être des chevaux et le bien-être des humains,
il faut aussi améliorer le bien-être des humains et notamment limiter la pénibilité du travail. Alors, juste quelques petits rappels d'éthologie, je vais aller très très vite parce que je pense qu'au fur et à mesure des présentations, vous allez avoir des redites. Le budgétant d'un cheval, si on mesure quantitativement à quoi passe, comment le cheval utilise son temps, il y a d'abord 15 à 16 heures qui sont destinées à l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est vraiment le gros de la vie d'un cheval. 5-6 heures qui sont destinées au repos. Là-dedans, on a mis ensemble le repos couché et le repos debout. Sachant que le repos couché, voilà, quand on a un cheval qui dort 2 heures couché dans la journée, c'est qu'on a déjà affaire à un cheval qui est très tranquille et un gros dormeur. Ensuite, il y a 2-3 heures qui sont utilisées pour de la veille, de l'observation, etc., l'observation de son environnement. 2 heures qui sont destinées au déplacement, donc se déplacer d'une zone de pâturage à l'abreuvoir, de l'abreuvoir à une zone d'abri, etc. Donc là, on est sur du déplacement actif, on n'est pas sur du pas exploratoire qu'on a quand on a un cheval qui est plutôt dans une période de pâturage. Et puis le tout petit croissant qui reste, c'est tout le reste. Donc c'est notamment les comportements sociaux, finalement, qui sont les comportements de jeu, les comportements de maintenance, etc. Ce budgétant est quand même assez variable en fonction des effets de milieu, des conditions, etc. Notamment, vous mettez un cheval dans un box, il ne peut pas faire ça. Donc forcément, il va modifier son budgétant. Pas forcément pour le mieux. Mais par exemple, il y a des effets saison aussi sur le pâturage, etc. Si on prend des qualificatifs un peu plus qualitatifs sur la description du comportement du cheval, on a d'abord affaire à une espèce grégaire, donc l'importance des interactions sociales entre les chevaux. On a affaire à une espèce qui a un déplacement lent et constant. On a parlé de 2 heures de déplacement dans le budgétant, mais le reste du temps, le cheval se déplace en général dans le pâturage, pour son alimentation, sur une locomotion lente. Le trot et le galop sont réservés à la fuite ou aux comportements sociaux. Le cheval n'est pas une espèce territoriale, c'est une espèce qui a un domaine vital, donc c'est-à-dire c'est la zone géographique sur laquelle il va trouver toutes les ressources dont il a besoin, et il ne défend pas cette zone géographique contre d'autres chevaux. Il y a d'autres équidés, notamment des zèbres, des ânes, qui sont territoriaux. On a des étalons territoriaux qui défendent un territoire contre les autres étalons. Et on a une répartition sociale des activités que les chevaux ont tendance à reproduire, notamment on le voit dans les champs, quand ils se déplacent, pour donner juste un exemple, on voit qu'ils forment des pistes au milieu des champs, ils se déplacent toujours sur les... donc ils se roulent toujours au même endroit, les activités sont quand même assez réparties. Alors, pour revenir au concept d'écurie active, jusqu'à présent, l'hébergement majoritaire, on va dire, était souvent un hébergement individuel. Alors, les effets que peut avoir cet hébergement individuel, d'abord on a une alimentation discontinue, avec la notion de repas très anthropomorphique. Le cheval, il mange 3 fois par jour, comme nous, en fait non. Lui, il mange 15-16 heures par jour. Et la notion de repas, lui l'événement, c'est quand c'est pas un repas, en fait, il vit dans son assiette, quoi. Du coup, c'est un mode d'hébergement qui privilégie aussi une alimentation plutôt à base de concentré, alors que l'alimentation naturelle, c'est plutôt à base de fibres. Et du coup, cette modification de l'alimentation génère des pathologies digestives, type colique, etc. Je ne vous apprends pas grand-chose. Ensuite, on a plutôt dans un hébergement intérieur, on va dire, on a souvent, voire quasi tout le temps, une aération insuffisante. Et du coup, la présence de pathogènes issus des litières et des fourrages, avec de l'ammoniac ou alors des champignons issus des fourrages, du coup, qui génèrent des pathologies respiratoires. On a la problématique de l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, ça peut être le cheval donc c'est le cheval qui va exploser quand il a passé beaucoup de temps au box. Alors, d'une part, il risque de se blesser si on le met au paddock. Puis, comme la photo ici, il n'y a pas que le cheval qui risque de se blesser. Là, le cavalier, on ne sait plus trop dans quel état il est. Et on a aussi le fait que cet hébergement-là privilégie plutôt une locomotion rapide.
liée au travail et à l'effet rebond plutôt qu'une locomotion lente qui est le comportement normal du cheval. Donc, risque de pathologie locomotrice. Et enfin, et j'ai envie de dire surtout, quand on considère le point de vue du bien-être, un isolement social et le non-respect du budget temps et des besoins comportementaux qui génèrent des pathologies comportementales. Alors il y en a certaines sont plus spectaculaires, plus faciles à observer, comme voilà, tout ce qui est stéréotypie sur la photo, voilà, le cheval qui tique à l'appui. On a de l'agressivité aussi qui se développe en général, et on a certains signes de mal-être qui sont, eux, beaucoup moins spectaculaires et plus fins à observer, mais notamment la posture figée que vous voyez sur la photo du milieu, qui a été mise en évidence par les équipes de l'université de Rennes de Martine Osberger. Donc on a un cheval qui en général regarde le fond du mur, qui a les oreilles qui sont tournées vers l'arrière et qui, à l'inverse de la posture de somnolence, voilà, ça y est, le mot revient, où on a une ligne d'encolure qui est très courbe, avec une ligne de dos qui est très lâche. Dans la posture figée, en général, l'encolure est très droite et le dos reste très tendu aussi. Et on a on va dire des profils endocriniens sur ces chevaux-là qui se rapprochent, je la fais courte, hein, mais qui se rapprochent plutôt des profils qu'on a chez des gens quand ils sont dépressifs, quoi. Donc voilà, avec des chevaux qui en général, on peut voir ce type de comportement dans les chevaux de club, vous savez, des chevaux débutants qui sont très mous, qui commencent à peu réagir aux aides, aux jambes, etc. Et puis souvent ces chevaux-là, 1 ou 2 fois par an, un coup, vous ne savez pas pourquoi ils explosent, quoi. Et on est un peu sur ce type de profil, en tout cas de chevaux, quand on observe ce type de posture figée dans les box. Et puis pour ce qui nous intéresse plus pour tout ce qui est hébergement en groupe, c'est l'isolement social aussi génère de l'incompétence sociale, quoi. À force de ne plus parler la langue, de ne pas la pratiquer, on perd en compétence. Et les chevaux, c'est pareil, s'ils parlent moins, s'ils interagissent moins entre eux, ils sont moins compétents socialement, moins fins dans leurs interactions. Alors, une écurie active, donc d'où l'intérêt de les remettre en groupe et de les remettre dans un hébergement qui va respecter leurs comportements sociaux. Alors une écurie active, ça ressemble à quoi? En général, c'est un peu cette tête-là un petit peu village des Schtroumpfs, on voit avec des petits éléments un petit peu partout. Alors là, ça c'est l'écurie qui s'appelle Terre d'équilibre, qui est juste à côté de Dijon. Donc c'est un projet où on avait déjà un bâtiment existant ici, où il y avait des box et il y avait un petit manège. Donc quelques box ont été conservées parce qu'on peut avoir besoin d'un box d'infirmerie. Le manège a finalement été transformé en dortoir. Et on voit, et on a réparti différents points d'intérêt dans l'espace, alors en fonction de la topographie, puis en fonction de ce qui peut nous permettre d'avoir un maximum de fonctionnalité. Et ici, voilà, on a par exemple le distributeur de concentré ici, un point d'abreuvement qui est ici. On a une grande zone de fourrage ici, puisque 15 à 16 heures par jour, c'est quand même la zone où ils vont passer le plus de temps. On a ici un système individualisé pour la distribution du fourrage. Et ici une zone d'intégration et puis de l'accès au pâturage sur cette zone-là. Donc en général, voilà, la tête d'une écurie active vue de loin, on a des petits éléments qui sont répartis un petit peu partout dans l'espace, et on vous expliquera je vais vous expliquer pourquoi on a plutôt ce type de configuration. Alors, la réussite allez vous dire que toutes les écuries actives sont parfaites, voilà, ça voudrait dire qu'on n'a plus à progresser, qu'on est tellement fort, qu'on est meilleur, mais c'est pas le cas. On a identifié notamment des conditions de réussite pour que le système fonctionne. La première, et elle est finalement assez évidente, c'est la stabilité du troupeau. Donc typiquement, une écurie de commerce, où on a des chevaux qui rentrent, qui sortent régulièrement, va créer, la modification du troupeau va créer un stress social qui fait que voilà, on n'a pas le niveau de calme que vous avez pu voir dans le film tout à l'heure, où en fait, vous ne voyez jamais un cheval qui trotte, les chevaux sont vraiment, ils se repositionnent les uns par rapport aux autres
de façon très calme, parce que l'organisation sociale est très posée, tout le monde est au courant, et donc tout le monde trouve sa place dans le calme. Donc la stabilité du troupeau, c'est quelque chose de fondamental. Notamment, alors ensuite, il y a la qualité de la conception, c'est-à-dire comment on a agencé l'espace pour que finalement ce troupeau s'équilibre bien dans cet espace-là. Moi, donc ça, c'est une bonne partie de mon métier. Un des critères, un des observables pour moi, quand je vais voir une écurie active et si je veux avoir un retour sur mon travail, c'est je regarde le troupeau et si au bout de 10 minutes, je ne comprends pas la hiérarchie, etc., c'est que c'est bien. C'est qu'avec mes yeux d'humain, qui n'est pas aussi subtil qu'un cheval, j'arrive pas à voir comment ils s'organisent entre eux. Ça veut dire que c'est calme, c'est bon. Parce que de voir un cheval qui va pousser un autre, voilà, c'est évident. Quand je vois ça, c'est ah, tiens, il y a un moment, il y a un coup de stress, il y a quelque chose. Donc il y a un point d'amélioration sur un paramètre. Voilà, on va creuser, et on va essayer d'améliorer notre système. Donc cette qualité de conception, ben, on essaie de l'améliorer au fur et à mesure des projets. Voilà. L'expérience nous montre aussi qu'une des conditions de réussite, c'est la robustesse et la qualité des équipements. Le cheval étant un animal assez lourd, ils ont quand même une capacité à tout détruire. Enfin, je vous apprends rien, hein, mais voilà, que ce soit avec leurs dents, avec leurs fesses quand ils se grattent sur quelque chose. Voilà, donc la robustesse des équipements est assez importante, et notamment un point clé, c'est la robustesse des sols. Parce que c'est vraiment un point de réussite important du projet. Des sols trop fragiles se dégradent assez rapidement, qui plus est quand la taille du troupeau augmente. Et enfin, et je dirais c'est presque une des principales, c'est presque la plus importante, c'est la qualité de l'observation et de la surveillance. Une écurie active, c'est tout sauf une écurie automatique. Au milieu d'une écurie active qui fonctionne bien, vous avez un vrai homme de cheval. Et j'ai envie de dire, alors je vous invite à aller échanger avec Pascal Frottier, que vous croiserez aujourd'hui. J'adore son expérience parce que son premier boulot, quand il est sorti de l'école, il était berger. Et après, donc, il a changé son activité professionnelle, etc. Donc ça fait plus de 35 ans qu'il fait de la pension de chevaux. Mais de voir qu'aujourd'hui, il était berger, il a eu des chevaux en boxe, il est redevenu berger pour les chevaux, je trouve que c'est hyper significatif de la compétence dont on a besoin pour avoir un troupeau qui fonctionne bien. Alors, pour revenir un petit peu plus sur la conception, quelques principes de conception de l'écurie active. Je vous ai dit que ça ressemblait un petit peu au village des Schtroumpfs avec des petits éléments partout. C'est un des principes de base du concept. C'est d'abord séparer les points d'intérêt. C'est-à-dire, le fait de séparer les points d'intérêt va pouvoir répartir le troupeau. Le troupeau va se réorganiser comme à l'état naturel. On n'a jamais un groupe social de 40 individus, ça n'existe pas. On a toujours des groupes sociaux qui font 4, 5, 6 individus maximum. Et en général, on a ces petits groupes de 3 à 4 qui vont fonctionner ensemble. Et l'idée, sur une surface un peu restreinte, c'est que ces sous-groupes se répartissent sur l'ensemble de l'espace. Donc, d'abord, espacer les points d'intérêt. Typiquement, on ne met pas d'abreuvoir dans l'abri. Dans l'abri, il n'y a rien. À la limite de la litière, mais il faut qu'il n'y ait rien d'autre. Pour que les chevaux qui viennent s'abriter ou se reposer ne soient pas dérangés par les chevaux qui vont venir faire autre chose. Donc l'idée, c'est on écarte tous les points d'intérêt. Dans la philosophie, j'ai envie de dire, mais enfin dans l'esprit, quand on est au niveau de la conception, on conçoit l'écurie pour le cheval qui est en bas de la hiérarchie. Un cheval qui sera plutôt dominant aura de toute façon accès à toutes les ressources. Donc lui, ça va bien se passer. Par contre, le cheval qui est en bas de la hiérarchie, lui, le plan A, c'est pas pour lui. Donc il faut toujours qu'il ait un plan B. Donc on essaie toujours d'avoir une alternative pour un accès à chacune des ressources. Et ce cheval-là, c'est lui qui va faire les évitements quand on a des interactions agonistiques entre les chevaux. Donc dans ces évitements-là, il ne faut jamais qu'il puisse se faire coincer quelque part. Donc dans une écurie active, on n'a pas d'angle droit. L'angle droit, c'est notre ennemi. Voilà. Donc il faut toujours que chaque angle soit tronqué ou arrondi, de manière à ce que ça fasse un peu déflecteur pour renvoyer ce cheval en bas de la hiérarchie de dominance qui puisse éviter. Voilà.
Ensuite, ça c'est un choix, c'est de maximiser la liberté de choix pour les chevaux. Ces écuries-là, ça fait 20 ans que ça existe, mais on reste en phase on va dire, de progression. Et du coup, donner un maximum de liberté de choix, c'est aussi se donner un maximum d'opportunités d'apprendre encore des choses, quoi. Si on a un système très directif du type robot de traite, il faut que le cheval passe par là pour aller à tel endroit, parce que la vache, on a besoin si elle n'a pas envie d'aller à la traite, il faut qu'elle y passe quand même, quelque part. Donc, on a besoin d'avoir un système directif. Alors que nous, voilà, plus on leur laisse de choix, plus on a de chances de se faire enseigner quelque chose, voilà, par les chevaux. Donc, et puis leur enlever le choix, ça va leur enlever certains choix. Potentiellement, on risque de faire monter un peu le stress. Donc, ce n'est pas le but de la manœuvre. L'idée, c'est de garder des espaces un maximum ouverts. Voilà. Et ensuite, ça s'appelle écurie active parce que le cheval est plutôt à la base un animal de steppe, adapté à une ressource pauvre, donc qui va marcher plutôt à l'économie. Donc, si vous ne le forcez pas plus que ça, on a vite des chevaux qui se transforment en chevaux de canapé, quoi, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder de l'activité. Alors, il y a cette raison-là qu'on veut garder des chevaux en mouvement. Et puis, il y a l'autre raison qui est que le mouvement est aussi la solution pour réduire à la promiscuité, en fait. Voilà. Si on a tous les chevaux qui s'agglutinent autour du râtelier, voilà, on a des problèmes de promiscuité. Et donc, on va rentrer dans une expression des relations de dominance un peu trop musclées. Et du coup, l'idée, si on les fait tous bouger en permanence, ils vont trouver leur équilibre comme ça. Voilà. Alors, promouvoir le mouvement des chevaux, mais pas des personnes, puisque l'autre objectif de l'écurie active, c'est limiter la pénibilité. Donc, le but, c'est de compter les pas du bonhomme ou de la dame qui gère l'écurie pour avoir le minimum possible. Alors, si on va dans les points d'intérêt, alors cette question de la pénibilité, j'en parlerai peut-être un peu ici. Il y a une conférence, si vous en avez marre d'écouter Andy Booth, il y a une autre conférence cet après-midi. Et du coup, je parlerai plutôt des questions de pénibilité. On ira un petit peu plus loin sur ces questions-là. Mais bon, il n'est pas inintéressant non plus, donc vous pouvez aller l'écouter. Alors, les points d'intérêt, on va distinguer quand même dans la conception de l'écurie des points d'intérêt plutôt majeurs et d'autres plutôt secondaires. Les points d'intérêt majeurs, je ne vous apprends rien, c'est d'abord l'alimentation. On a vu 15-16 heures par jour. Donc les points d'affouragement, alors que ce soit en fourrage libre-service, comme on le voit sur la photo du haut, ou en fourrage contrôlé pour les chevaux qui sont au régime, ou si on alimente certains chevaux avec des fourrages spéciaux, des chevaux avec des pathologies respiratoires, etc. Donc point d'intérêt majeur, évidemment l'abreuvement et évidemment le distributeur de concentré. Un des principes de base, c'est plutôt de se dire, d'abord quand on conçoit, on va chercher à positionner les zones d'affouragement, positionner les zones de concentré, mettre un maximum de distance entre les deux, histoire que les chevaux s'activent entre ces différents points d'intérêt. Point d'intérêt plus secondaire, l'abri. Alors ça peut paraître surprenant, on se dit « Ah, mais là on est encore dans notre idée box. » Quand vous leur mettez des abris à disposition, quand vous leur laissez le choix, les chevaux nous enseignent que finalement l'abri c'est bien en été pour se protéger de la chaleur et des insectes, et puis c'est bien en hiver juste pour trouver une zone de couchage sèche. Mais le reste de l'année, l'abri c'est pas le truc qui les attire le plus, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai volontairement placé plutôt dans les points d'intérêt secondaires. J'ai mis aussi le pâturage. Alors, il aurait pu être dans les deux catégories. Évidemment, si vous avez une structure où vous avez beaucoup d'accès au pâturage, le pâturage, le pré, est un point d'accès principal, un point d'intérêt principal, pardon. Mais si vous avez une structure qui est un petit peu plus hors sol, où finalement on ne compte pas sur l'herbe pour l'alimentation des chevaux, le pâturage, on est plutôt sur du paddock, et c'est plutôt un espace d'expression de comportement de pâturage, même si ce n'est pas suffisant pour l'alimentation des chevaux. Donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai mis plutôt sur les points d'intérêt secondaires. Et puis après, alors en général, on aime bien avoir une zone de roulade avec du sable plus profond qui sert de dortoir en été, hein, comme on le voit sur la photo là.
Et après, d'autres points d'intérêt, on peut en inventer tant qu'on veut. Alors on peut mettre les pierres à sel, un endroit où ils vont se gratter. Après, voilà, c'est l'observation des chevaux qui fait qu'on peut se dire, tiens, il y a tel truc, ça les intéresse. Voilà, on peut créer un nouveau point d'intérêt. Alors, en tout cas, rien n'interdit de poser la question, puis on verra la réponse qu'ils nous donnent. Alors, on a vu la question de l'hébergement. Je vous ai dressé le petit tableau rapide de comment on conçoit le système. L'autre objectif, donc on a parlé plutôt jusqu'ici bien-être des chevaux, maintenant bien-être des personnes, et notamment la fonctionnalité de l'écurie. Il y a deux, on va dire, deux points qui sont assez majeurs pour améliorer la fonctionnalité de l'écurie. C'est d'abord l'alimentation automatisée, qui permet d'individualiser le rationnement et qui vous permet d'avoir de la flexibilité dans votre travail et du gain de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un moment où on dit tiens, c'est l'heure, il faut aller... Le cheval, il n'a pas d'heure, lui, c'est 15 ou 16 heures par jour, donc il n'a pas d'heure pour son alimentation, et le fait d'automatiser permet de fractionner et du coup de gagner de la flexibilité dans le travail. L'autre point qui est le gros poste de travail dans une écurie, c'est les fumiers. Et du coup, l'idée de l'écurie active, c'est aussi d'apporter un maximum de solutions pour mécaniser le ramassage des crottins, puisqu'on est plutôt sur du crottin plutôt que du fumier pailleux. Et du coup, là aussi, gain de temps et baisse de la pénibilité. Alors on peut illustrer ça ici. Alors on va commencer par le fourrage. Donc là, on a des systèmes automatisés pour le fourrage, plutôt, alors qui ont plusieurs utilisations. L'utilisation logique, c'est de se dire on a plutôt des chevaux qu'on veut rationner, voilà, comme ce type de chevaux-là, des franches-montagnes, ou des chevaux petits gabarits, gros appétit, petite activité physique, et donc en bon point, quoi. Du coup, eux, on va fractionner, on va contrôler leur accès au fourrage et on va le fractionner dans la journée pour qu'ils aient... alors, là, je vous invite à aller découvrir les automates dans le showroom entre les conférences. On peut avoir des chevaux qui ont, suivant comment on règle, 8, 10, 12, 15 accès au fourrage comme ça dans la journée. Donc ils vont régulièrement pouvoir aller tester s'ils ont le droit ou s'ils n'ont pas le droit au fourrage. Et une fois que leur créneau, leur budget de temps, on va dire, sur l'automate est passé, le système se remonte comme vous l'avez vu là. Et puis un autre cheval peut venir à la suite. Donc ça, c'est le système d'automatisation pour le fourrage. Et pour le concentré, donc on est plus sur la vidéo là-haut. Donc on vient d'entendre le grain qui tombe. Le cheval donc, est rentré dans la stalle de l'automate. Le grain est tombé. Et si on tend l'oreille... Voilà, là il y a un deuxième tour de vis de grain qui vient de tomber. Donc en fait, la ration du cheval tombe au fur et à mesure que le cheval est là. C'est-à-dire il n'y a pas 500 grammes de grain qui tombent et puis il mange. Parce que si c'était ça, 500 grammes de grain qui tombent, et puis finalement son copain est parti, donc lui il s'en va. Et puis celui qui arrive derrière, il récolte la mise. Donc on sait qu'à 10% près, c'est le cheval qu'on avait identifié dans le logiciel qui a réellement mangé sa ration. Voilà. Si jamais le cheval s'en va, il n'est plus détecté, donc le système s'arrête et il garde du crédit pour après. Donc nous en fait, on paramètre, je vous invite à aller voir sur l'automate, on paramètre la ration du cheval et puis on paramètre plutôt la façon dont on veut fractionner. Est-ce qu'on veut découper la journée en petites rations qui vont se répartir toute la journée, de manière à ce que le cheval vienne souvent, ou alors si on a un cheval qui n'est pas hyper accro sur le DAC, quoi, qui n'aime pas trop la machine à bonbons, qui n'aime pas plus que ça, plutôt moins fractionné, mais que le cheval il ait quand même mangé le plus possible de sa ration. Alors là, c'était la partie automatisation pour les chevaux. Il y a un autre automate, alors là, j'ai pas mis de vidéo, mais je vous invite à aller le voir. C'est l'automate qui est le plus au fond du showroom. C'est une porte sélective qui est en fait un sas qui permet de trier quel cheval, est-ce qu'un cheval a accès à un espace ou pas. Voilà. Qui est sur le même principe que les deux autres.
donc pour la partie plutôt curage mécanisé, ça c'est une vidéo des écuries du Béron. Donc c'est Amélie qui pilote, qui doit être là-haut. Si vous voulez en discuter avec elle, c'est intéressant. C'est une écurie qui fait du curage mécanisé depuis très très longtemps. Donc voilà, on voit ça. J'avais essayé aussi la machine, c'est sympa. Hein, c'est Mario Kart en fait. Hein, le truc, c'est plutôt sympa. Alors du coup, il faut trouver les outils qui correspondent, les systèmes de balayeuses. Il y en a une en expo sur le showroom extérieur. Voilà. Et pendant ce temps, il y en a qui ont une fourche qui soulèvent du fumier, qui le mettent dans une brouette, puis après ils soulèvent le brouette. Voilà. Les chevaux sont traumatisés par le système. Hein. On voit que ça les fait réagir très très fort. Il y en a certains d'ailleurs, quand on a fini de nettoyer, des fois il y a une zone, en fait on n'a pas pu passer parce que non, il était là, quoi. Donc, voilà. Alors après, c'est une écurie dans pas mal de matériel puisqu'il y a l'entreprise agricole qui est à côté, mais l'idée c'est d'avoir la fumière qui est à proximité de la zone de ramassage, évidemment. Hop. Alors, peut-être on peut profiter juste là pour regarder un petit peu, donc on a vu le concept, aller un petit peu plus loin sur un exemple de plan d'écurie active. Donc ça c'est un projet qui est dans le nord-est de la France. Je ne retrouve pas mon curseur. Non, bon. Donc on arrive par le bas de l'écurie. Donc c'est une écurie qui fait de la pension pour des chevaux loisirs ou sport. Hein, voilà. On arrive par le bas de l'écurie, donc les gens se garent. On a un système de dépose minute ou de demi-tour, histoire de ne pas avoir à faire de marche arrière sur le parking. Marche arrière, c'est toujours potentiellement dangereux. Du coup, on a un système de dépose minute. Et puis, parallèlement, on a une zone de stockage, une zone agricole, mais qui tourne le dos au parking, ce qui fait que quand on arrive dans l'écurie, on a une vue correcte, quoi. On n'a pas vue directement sur la partie agricole. On rentre dans l'écurie, ce serait bien si j'arrivais à vous décrire. Voilà. Donc on vient se garer ici. On rentre dans l'écurie, on a la partie bureau qui est ici. Et on a le showroom qui est ici, on vient rencontrer les copines, les copains avec qui on partage cette passion du cheval, cette activité. Donc on vient ici. Et ensuite, on va chercher son cheval. Alors, on a vu que le cheval, il passait 15 à 16 heures de son temps sur l'alimentation. Donc on a quand même un maximum de chances de le trouver sur la zone où on distribue du fourrage. Et le fourrage, on le distribue sur cette zone-là, donc les zones qui sont un peu plus en couleur, on va dire, beige foncé. Ici, on a du fourrage régulé. Ici, on aurait plutôt de la paille pour les chevaux qui sont au régime. Donc, ils partagent leur alimentation entre du foin, comme on a vu sur les automates tout à l'heure, et de la paille. Et puis, pour les chevaux qui ne sont pas au régime, ils ont du foin en libre service ici, mais on contrôle qui a accès ou pas à cette zone avec un système de porte sélective ici. Et entre ces deux espaces, on a un SAS ici qui permet, donc 9 chances sur 10, on va dire, de trouver son cheval dans cette zone-là. Donc, quand on sort son cheval du groupe, on passe par un SAS. L'idée du SAS, c'est de se dire, on peut avoir parfois des propriétaires qui ne sont pas hyper à l'aise encore avec le troupeau, des chevaux qui sont un peu turbulents, etc. Et si jamais le cheval, on a des chevaux qui forcent au niveau du portail, on a un deuxième portail en sécurité et on n'a pas de risque de divagation de chevaux. Donc on récupère son cheval ici, on vient le préparer. Là, on est sur une écurie classique, hein, donc des stalles de préparation. Et puis après, soit on part en balade, donc il y a des chemins de balade qui partent en bas, soit on va travailler par ici sur le rond de longe ou sur la carrière. Enfin, bon, activité classique d'écurie. Les chevaux, eux, donc on a dit, se déplace entre la zone de fourrage ici et l'autre gros point d'intérêt, c'est la machine à bonbons, donc le distributeur de concentré. Pour aller sur le distributeur de concentré, ici, il faut qu'il fasse tout le tour ici, qu'il passe par là, qu'il redescende ici pour aller sur le distributeur de concentré qui est ici. Donc toute la journée, on va dire, au fur et à mesure de leurs besoins en alimentation, ils vont faire des allers-retours sur ces espaces-là. Et donc on a des pistes entre ces deux principaux points d'intérêt qui sont suffisamment larges. Le critère qu'on s'est donné, on veut que deux sous-groupes, enfin l'observable, ces deux sous-groupes qui composent le troupeau doivent pouvoir se croiser tout en restant au pas.
Si on a notamment notre cheval qui emballe la hiérarchie, si chaque fois qu'il croise un congénère, il est obligé de faire ça, de rentrer les fesses ou de se planquer dans un coin, on n'est pas tout à fait dans le bien-être. Donc l'idée, c'est au moins d'avoir ces espaces où on peut se croiser. Ok. Et du coup, on a des espaces j'accélère un tout petit peu parce qu'on me fait signe. Du coup, donc, c'est deux principaux points d'intérêt. Entre les deux points d'intérêt, on a la zone d'abreuvoir, on a la zone de roulade, et puis après, si on veut mettre d'autres points d'intérêt, on les met à volonté, on va dire. On a, dans cette écurie, comme on arrive par là, on a mis un deuxième sas ici, parce que si on a le cheval dans cette zone-là, s'il faut le prendre à la main et faire tout le tour, pour revenir ici, c'est un petit peu long, donc on a mis un sas B, on va dire ici. Et ici, on a toute la zone de dortoir. Et on a mis des dortoirs avec une co-visibilité entre les différents dortoirs, parce qu'on a remarqué que quand on met un grand dortoir, finalement, on a des chevaux, notamment les chevaux qui sont en bas de la hiérarchie, qui ne viennent pas se coucher, et finalement, ils restent devant le dortoir à regarder les autres. Finalement, avec des dortoirs comme ça, séparés, mais où les chevaux peuvent continuer à garder un contact visuel, ça fonctionne mieux, on a plus de temps de repos couché. Voilà. Et la petite installation qui reste, alors j'ai encore perdu ma souris, ici, on a le paddock d'intégration qui finalement est immense ici, qui est toute cette zone-là, et qui permet, quand on a un nouvel individu intégré au troupeau, que le cheval puisse venir faire connaissance avec le reste de l'écurie. Je fais un petit peu plus vite, voilà. Alors aujourd'hui, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on a des écuries actives, et au fur et à mesure, les chevaux nous posant des questions, et puis aussi les clients avec leur activité nous posant des questions, on se pose de plus en plus la question de comment mieux adapter l'écurie en fonction de l'activité, de la conception en fonction de l'activité dans l'écurie. Donc je vais vous présenter très rapidement trois systèmes d'écurie. Ici, on a une écurie qui faisait pour faire de l'élevage. En élevage, on a cette spécificité d'avoir des poulains ou des mères gestantes ou allaitantes. Du coup, des mères allaitantes, on veut privilégier l'accès à l'eau pour que le lait, ça se fait jusqu'à nouvel ordre avec de l'eau. Donc on a mis un petit peu plus d'abreuvoir. Et on a aussi dans le budget temps du poulain, le repos couché est beaucoup plus important que chez l'adulte. Donc on a voulu aussi privilégier cette possibilité de repos couché. Donc notamment, on a rajouté un abri ici, un abri poulain proche de la zone d'affouragement des juments pour que les juments puissent continuer à aller manger pendant que les poulains se reposent. Donc on a beaucoup plus de dortoirs que sur une écurie classique. Alors, évidemment, on a une zone poulinage, etc. Et puis une zone d'intégration, un espace d'intégration qu'on a voulu assez proche en termes de surveillance, puisque une jument suitée, potentiellement, on pourrait la remettre au bout d'un moment dans le troupeau. Donc il faut que le poulain, c'est un peu un nouvel individu, si on veut le faire progressivement, qu'il puisse retourner dans le troupeau. Donc voilà, quelques spécificités par rapport à l'élevage. Un autre aménagement, plutôt pour une école d'équitation. Là, on a les cavaliers les plus jeunes et débutants, ou aller dans le troupeau, potentiellement on a un peu de risque, etc. On ne veut pas avoir des enfants de 5 ans au milieu des chevaux de grand gabarit. Du coup, on a imaginé, alors ici vous avez un zoom de cette zone-là, en fait, là-haut. On a imaginé une aire de reprise où on peut ramener tous les poneys qui vont servir pour des enfants, à la limite faire un système de sas de tri par la taille, où voilà, on agite un peu de grain, voilà, tous les poneys viennent, on referme derrière eux, on a les poneys qui sont disponibles pour les enfants. Et là, dans un espace plus petit, plus sécurisé, les enfants ou les débutants peuvent aller chercher leurs poneys, et on peut avoir aussi une dimension pédagogique dans l'écurie. Voilà. Ou si on a certains chevaux qu'on veut garder à proximité parce qu'ils vont refaire une reprise dans 2 heures, bah voilà, ils ont tout ce qu'il faut sous la main, ils ont des râteliers, de l'eau dans un petit paddock, et on a quelque chose de plus fonctionnel dans le cadre d'une école d'équitation. Après, pour troisième exemple, plutôt une écurie qui fait de la pension. Donc ça, c'est un projet d'écurie qui est pas très très loin d'ici. Là, ce qu'on veut, c'est offrir un service à une clientèle, voilà, qui vient passer
passer en même temps, qui vient pratiquer une discipline, mais qui vient passer aussi un bon moment. Donc, dans ces cas-là, le clubhouse, pour nous, est quelque chose de très important. Trouver le centre de ce projet-là, le clubhouse, alors déjà, il faut qu'il soit aménagé de façon sympa ici, mais il faut que depuis le clubhouse aussi, on ait une vue sur l'ensemble du projet. Ici, les cures actives s'articulent ici autour du bâtiment, et on a le clubhouse qui est sur cette zone-là, et qui permet d'avoir une vue quasiment sur l'ensemble de l'écure active et sur la carrière qui est dans le coin là-bas. Donc voilà, le point de vue depuis la terrasse, là c'est plutôt le travail de l'architecte de comprendre comment le système fonctionne et comment on va pouvoir rendre l'expérience du client agréable, conviviale, et pourquoi et comment un client satisfait va nous en ramener d'autres, puisqu'on est sur une vente de services. Voilà. Donc l'esthétique, voilà, ça ce type de rendu 3D, c'est quelque chose qu'on peut faire au bureau d'études chez nous. Voilà. Alors, en conclusion, aujourd'hui, le concept d'écurie active, aujourd'hui, il a quand même fait ses preuves. On a quand même plus de 900 écuries comme ça en Allemagne et en Autriche. En France, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'en occupe sérieusement, et aujourd'hui, on passe la quarantaine d'écuries actives. Donc voilà, on sait que c'est un système qui est en développement, mais parce qu'il répond aussi à beaucoup de besoins, à une approche du bien-être qui est différente, à des besoins de fonctionnalité, des besoins de santé pour les chevaux, etc. Mais il y a aussi au fur et à mesure qu'on se développe, les chevaux nous posent plein de questions, et du coup, on a besoin de compréhension plus fine des enjeux sociaux, du fonctionnement des chevaux, et du coup, c'est pour ça chez Stop, on travaille du coup avec Anna qui est là, dont vous écouterez la conférence tout à l'heure sur comment améliorer. Quelles sont les pistes pour améliorer notamment les protocoles d'intégration? L'intégration d'un nouvel individu, c'est toujours le moment un petit peu sensible. Du coup, comment on va créer des nouvelles références, des références fiables pour avoir des protocoles de plus en plus performants, pour intégrer des chevaux en sécurité. Et il y a aussi cette question, comme on a vu plutôt sur la dernière diapo, très architecturale, de comment on traite cet espace d'interaction entre les chevaux et les humains. Comment ces deux espaces peuvent s'interpénétrer l'un l'autre, comment l'humain peut rentrer dans l'espace des chevaux, être en contact tout en étant en sécurité, comment le cheval peut se rapprocher des humains, ou alors, à l'inverse, un petit peu dans la philosophie, on regarde un peu ce que font les concepteurs ou les architectes dans les zoos, comment on peut aussi créer des zones où le cheval peut se retirer, peut se mettre plus à l'écart, peut avoir une zone de tranquillité, etc. Donc ce concept-là aussi nous pose toutes ces questions-là sur comment on aménage l'espace pour l'humain, pour l'équin, et comment on traite toute cette limite entre ces deux espaces, et c'est des espaces de créativité qui sont importants, et je pense que, voilà, en tout cas, nous, ça nous passionne de travailler sur ces espaces-là, et de prendre les bonnes idées que aussi chaque projet nous apporte. Voilà. J'espère pas avoir été trop long, j'espère que ça vous a intéressé, et voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est le moment, voilà. Oui. Une question qui est peut-être bête, mais les chevaux, ils ont un collier, c'est ça, pour reconnaître ? Oui, c'est ça. Donc les chevaux sont identifiés par un transpondeur. Alors, malheureusement, techniquement, on n'arrive pas, ça c'est mon plus grand rêve, d'arriver à travailler avec le transpondeur d'identification que les chevaux ont déjà dans l'encolure. Voilà. Donc ils ont un autre transpondeur en plus qui porte soit sur un collier, soit au niveau d'un bracelet, on va dire, enfin d'une boucle au niveau du membre. Mais c'est vrai qu'au niveau des membres, c'est quand même très exposé au choc. Donc on travaille avec un transpondeur qui est au niveau du collier. Bon, ça fait 20 ans qu'on travaille avec ces colliers-là, et il n'y a pas d'accident, c'est assez sécure. Bon, le collier, il prend un peu dur des fois, mais bon, voilà. C'est ce qui permet de les identifier, et donc d'influencer
on va dire, leur comportement. Et c'est là toute la subtilité dans la gestion de l'écurie active. C'est par le biais des automates, influencer le comportement des chevaux et le fonctionnement du troupeau. Alors, peut-être. C'est juste pour revenir sur les colliers. Est-ce qu'il y a un système de sécurité si le cheval reste accroché quelque part avec le collier? Alors oui, si le cheval venait à rester accroché, il y a un système de sécurité. Alors soit on a deux types de colliers. Chez nous, il y en a un avec une boucle qui en général sert de fusible et un autre avec une boucle qui est un peu plus solide mais qui permet quand même une ouverture. Donc en général, on a suivant on va dire les propriétaires de chevaux plutôt pension, en général, ils aiment plutôt la boucle qui est un petit peu plus fragile, mais qui permet d'enlever et de remettre le collier plus facilement. Et puis pour tout ce qui est, on va dire, écurie plutôt en retraite ou plutôt au club, où on ne veut pas trop qu'on enlève les colliers pour ne pas risquer d'échanger entre deux chevaux, on a des systèmes un peu plus robustes, mais les deux, on n'a jamais eu de chevaux étranglés ou de... Voilà, depuis 20 ans, c'est très au point. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une superficie minimum pour faire une écurie active? Je suppose oui, mais sur laquelle vous... Oui, les ordres d'idées qu'il faut avoir en tête. On a, alors c'est facile à retenir, 10 mètres carrés de surface abritée par cheval. On a vu, c'est juste faire un grand hall qui correspondra à 10 mètres carrés, c'est pas forcément la meilleure solution, mais l'ordre d'idée, c'est voilà, 10 mètres carrés par cheval. Et la surface stabilisée, alors c'est pas tant une surface minimum, parce que finalement, on arrive toujours à bien utiliser l'espace, mais en gros, on arrive aux alentours de 100 mètres carrés de surface stabilisée par cheval, sachant que toute la surface n'est pas forcément stabilisée dans l'écurie active. Alors ça compte pas les pâturages, évidemment. L'écurie active, alors c'est peut-être quelque chose que j'ai pas précisé, mais qui est une évidence. Plus on a de pâturage, mieux c'est. Donc plus on peut utiliser l'herbe. L'écurie active, elle sert surtout quand on ne peut pas utiliser l'herbe, c'est-à-dire quand l'herbe, quand on viendrait à trop dégrader les pâturages, ou voilà, quand les chevaux seraient dans la boue, etc., on bloque les chevaux sur l'écurie active. Mais l'écurie active, on va dire, c'est le camp de base. Et puis si après on peut dispatcher sur du pâturage, c'est le système le plus confortable. Et évidemment, privilégier l'herbe, jusqu'à nouvel ordre. L'herbe pâturée sera toujours le fourrage le moins cher du monde et le plus physiologique pour le cheval, donc évidemment. Mais voilà, c'est deux grands ordres d'idées, si on veut le retenir un petit peu rapidement, c'est 10 mètres carrés d'abri, 100 mètres carrés de surface stabilisée par cheval. 100 mètres carrés, c'est plutôt un minimum. 100 mètres carrés, ça va être plutôt pour du club, des chevaux en retraite ou voilà, des chevaux calmes. Plus on va aller vers des chevaux jeunes et des races de sang, plus on va être sur des surfaces plus importantes. En général, voilà, on va dire type, je pense à une écurie qui est du côté de Fécamp, où la propriétaire élève des chevaux pour du concours complet. On a des surfaces plus importantes quand même. Voilà, on est à 150, 180 mètres carrés par cheval pour des chevaux comme ça. Et est-ce que vous avez déjà des écuries actives où il y a déjà pour des chevaux de sport qui sont déjà en compétition Mais c'est une parfaite transition pour la prochaine, pour la prochaine conférence. Puis on me fait signe que c'est un petit peu l'heure. Oui, jusqu'ici, ça avait un petit peu l'image de l'écurie pour des chevaux de club, pour des chevaux en retraite. Non, c'est juste pour des chevaux. Entre eux, ils ne savent pas s'ils sont cheval de balade, cheval de complet, cheval de CSO. Du coup, voilà. La table ronde qui va suivre, c'est exactement ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre attention.